bonjour tout le monde. Je pense pas que j'ai besoin de micro, mais alors moi, c'est Daniela Romano. Je suis directrice générale du complexe d'urgentologie Ferron Athos depuis la salle et ça fait 10 ans que je suis dans le domaine. Et en parlant avec Jean-Louis Lefebvre, on s'est dit que il y a beaucoup d'informations qui manquent au moment qu'il arrive quelque chose ou un deuil, où les personnes ne sont vraiment pas préparées, jeunes ou des personnes d'un certain âge, quand leur être cher ils nous quittent. Alors, je veux dire merci à Jean-Louis et à M. Fabrice Imoula pour mettre ce projet ensemble, pour vous donner ces informations-là avec la jeune chambre de commerce de Kinshasa. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Fabrice. Merci Daniela. Bonjour tout le monde. Fabrice Compailonga, le président de la jeune chambre du Congo Kinshasa au Québec. Je tiens à vous remercier de vous être déplacé aujourd'hui malgré les grands froids qui est à l'extérieur. C'est toujours un privilège pour nous de nous associer avec Irgel Bourgi. Vous avez été là depuis le départ, lancement de la jeune chambre, vous continuez à nous supporter, je tiens à vous remercier pour ça. Aujourd'hui, effectivement, la communauté congolaise de Montréal, je pense qu'à travers des journées d'information comme ça, nous avons plus d'informations sur comment mieux nous préparer lorsque des événements dramatiques nous affectent. Et je trouve que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à apprendre sur le fonctionnement dans ces domaines-là. Et de telles séances, c'est vraiment pertinent. Je tiens à vous remercier de la possibilité que vous nous accordez de pouvoir avoir accès à pas mal d'informations aujourd'hui. Merci de disposer vos locaux pour nous recevoir. Merci également à Maître Mukendi d'avoir accepté au fait d'être avec nous aujourd'hui, de partager des informations qui certainement nous aidera à avoir plus d'informations sur quoi faire lorsqu'il y a des moments dramatiques qui surviennent. Alors je vous dis merci. Donc nous avons hâte à vous écouter, à avoir des informations que vous avez pour nous. J'inviterai Maître Mukendi à se joindre à moi, s'il vous plaît. Et puis, voilà, je vais passer le micro pour qu'elle puisse se présenter à vous. Je pense qu'elle pourra mieux certainement se présenter par elle-même que si je le faisais. Donc, voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors oui, effectivement, je m'appelle Marie-Chantal Mukendi, je suis notaire. Je travaille essentiellement dans la plupart des domaines, donc achat, refinancement, testament, mandat, succession, etc. Donc avant de commencer, je voulais aussi remercier la jeune chambre du Congo Kinshasa de m'avoir invité. Je trouve qu'effectivement c'est une belle initiative de faire ce genre d'information. Et Eugène Bourgi qui s'est joint également à cette séance d'information. Donc c'est très important de faire de la prévention pour éviter justement qu'il soit trop tard et qu'on est face à la situation et qu'on soit démunis, qu'on ne sait pas comment réagir, ou que les possibilités qui s'offrent à nous sont beaucoup plus difficiles que si on avait pu réagir avant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de la différence entre le testament et le mandat. Ensuite, je vais vous parler du mandat et puis je vais vous parler du testament. Évidemment, cette séance d'information, il y a beaucoup de données que je vais vous communiquer aujourd'hui, mais je reste toujours disponible si quelque chose que vous n'avez pas compris ou si ça a été trop vite, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Alors, je commence avec un petit tableau qui explique justement la différence entre les testaments et le mandat. Donc, j'ai séparé le mandat ordinaire avec le mandat de protection. Le mandat ordinaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément une procuration. Donc, c'est le fait, au niveau de la définition, c'est que vous n'êtes pas disponible pour faire quelque chose, et donc vous allez désigner une personne pour poser un acte à votre place. Le mandat de protection, par contre, c'est si jamais vous voulez désigner une personne pour que cette personne puisse prendre soin de vous, pas directement bien sûr, mais je l'expliquerai un peu plus tard, administrer vos biens dans le cas où vous devenez inapte. Et le testament, évidemment, c'est pour désigner entre autres ses héritiers, etc. Au niveau de l'étendue de ces trois documents, au niveau du testament, on va plus parler évidemment des biens, de son patrimoine qu'on possède.
On va parler de sa dépouille, donc de son dépouille corporelle, qu'est-ce qu'on va faire de son corps, qu'est-ce qu'on décide de faire avec son corps. Le mandat ordinaire, on va parler de ses biens et le mandat de protection de ses biens et de sa personne. Un peu plus loin, je détaillerai qu'est-ce que c'est que le mandat de protection, qu'est-ce que j'entends par bien et personne. Alors, le testament, évidemment, vous le rédigez quand vous êtes en vie, quand tout va bien, mais il va s'appliquer qu'au moment de votre décès. Tandis que les mandats, eux, ça s'applique de votre vivant. Donc, il faut le rédiger au moment de son vivant. Et pour le mandat de protection, il va entrer en vigueur à partir du moment où il sera homologué. Alors, homologué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, d'abord, doit devenir inapte. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on déclare une personne inapte. Une personne inapte, ça peut tout simplement dire qu'elle n'a plus les facultés nécessaires pour s'occuper d'elle-même et pour prendre soin de ces personnes. Alors, il y a toute une procédure qui va se mettre en place. La procédure, on va faire une évaluation psychosociale, une évaluation médicale. Et avec ces deux évaluations, on va commencer la procédure, interroger le mandant, voir si effectivement il n'a plus toute sa tête, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on va aller devant le juge pour pouvoir homologuer le mandat de protection. Donc, c'est seulement une fois que le mandat de protection est homologué qu'on pourra l'utiliser. Donc, avant ça, on va le préparer, on va le rédiger, on va le mettre de côté. Et puis, c'est quand le problème survient, l'aptitude arrive qu'à ce moment-là, on va pouvoir homologuer le mandat et l'utiliser. Donc, c'est quand même important le mandat de protection parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain. On peut traverser la rue, on a un accident. Il peut se passer quoi que ce soit et on n'est plus apte à s'occuper de nous-mêmes, ou bien les personnes qui atteignent l'Alzheimer ou quoi que ce soit. À ce moment-là, s'ils ont équipé un mandat de protection, ça sera beaucoup plus facile pour pouvoir gérer leurs biens et s'occuper de leur personne. Au niveau des modifications, les testaments, mandats et mandats de protection, tout peut se faire évidemment à tout moment, parce qu'il s'agit de vos volontés avant toute chose. Et évidemment, le mandat de protection, une fois que vous êtes inapte, vous ne savez plus le modifier, il est trop tard. Une fois qu'on est inapte, on n'est plus capable de pouvoir poser un acte. Extinction, le testament, vous pouvez y mettre fin. Vous pouvez décider, j'ai fait un testament, je ne veux plus ce testament, j'en fais un nouveau. Vous pouvez également, pour le mandat ordinaire de la procuration, vous pouvez également y mettre fin à tout moment. C'est la même chose pour le mandat de protection, mais bien sûr, le mandat de protection, il faut toujours être apte. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas fait de testament? À ce moment-là, c'est la loi qui va s'appliquer et il sera question de la dévolution légale, je l'expliquerai un peu plus tard. Si vous n'avez pas fait de mandat de protection et que vous devenez inapte, de nouveau la loi va s'appliquer et la loi prévoit une protection pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont devenues inaptes. Et à ce moment-là, on a trois régimes qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a le régime de la tutelle, le régime de la curatelle et le conseiller au majeur. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas là. Je pourrais vous l'expliquer plus tard si vous le souhaitez. Alors, le mandat, définition, c'est une personne c'est qui? C'est le mandant, qui donne le pouvoir à un mandataire pour pouvoir le représenter pour accomplir les actes juridiques. Alors, avant de pouvoir faire votre mandat, c'est intéressant d'informer le mandataire. Donc, de lui dire, voilà, je t'ai choisi comme mandataire pour poser tel ou tel acte. Comme ça, la personne, vous êtes sûr qu'elle va accepter, parce qu'elle pourrait refuser, rien l'oblige à l'accepter. Et puis, vous êtes sûr que la personne pourra poser les actes que vous lui avez demandé de faire pour vous. Et puis, il faut également vérifier le contenu du mandat. Donc, ça veut dire, si jamais vous voulez utiliser une procuration, par exemple, pour que la personne puisse signer des documents pour vous à la banque, contactez la banque pour vous assurer que le contenu du mandat sera, si je peux dire, parce que s'il manque des éléments, ça ne sert à rien, vous avez fait un mandat pour rien qui ne pourra pas être utilisé. Donc c'est quand même intéressant de vérifier ces préalables auparavant. Au niveau de la forme du mandat, vous pouvez faire un mandat verbal, donc vous dites à votre ami, est-ce que tu pourrais me représenter pour faire tel acte? Ou bien vous pouvez faire un mandat écrit. Alors à ce moment-là, j'ai séparé le mandat ordinaire du mandat de protection. Pour le mandat de protection, ça peut être un mandat notarié, donc fait devant notaire, un mandat fait devant deux témoins. Le mandat ordinaire peut être notarié au sein privé. Ce sein privé, c'est tout simplement vous le faites chez vous à la maison tranquillement. Et vous dites, par exemple, vous écrivez sur un document, je désigne telle personne pour me représenter, pour poser tel acte à ma place. Là, je donne des exemples, des actes qu'on peut faire. Ça peut être vendre un bien, acheter un bien, signer un contrat de bail.
Et pour tout ce qui est général, c'est pour toutes les affaires du mandat ou presse. J'ai mis presse parce qu'il y a des cas où on ne peut pas se faire représenter. Par exemple, ici, on ne peut pas se marier par procuration, c'est trop personnel, on ne peut pas demander à une personne de nous représenter pour poser ce genre d'acte. Alors, le mandataire, je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'informer. Il faut lui dire, oui, je t'ai choisi pour que tu puisses me représenter. Le mandataire peut accepter soit de manière tacite. De manière tacite, c'est que, par exemple, vous lui avez demandé de signer un contrat de bail, il va se déplacer, il va aller signer le contrat de bail. Ou bien, de manière expresse, c'est qu'il va signer avec vous le document, il va marquer son accord sur le document que vous avez rédigé. Les obligations du mandataire, le mandataire, il doit accomplir le mandat qu'on lui a confié, il doit respecter les limites du mandat, donc il ne doit pas outrepasser les limites que vous lui avez fixées. Il doit agir avec prudence et diligence, avec honnêteté et loyauté, donc il doit être de bonne foi, il doit agir dans l'intérêt du mandant et pas dans ses propres intérêts. Au cours de ce mandat, il faut qu'il informe le mandant de ce qu'il est en train de faire. Comme ça, le mandant a un suivi par rapport au mandat qui a été fait. Il doit agir personnellement, sauf si le mandant lui a dit qu'il pouvait se faire substituer, ou sauf si un cas d'urgence. À ce moment-là, il peut lui demander à une autre personne d'agir à sa place. Et puis, il doit rendre des comptes. Donc, à la fin du mandat, il doit rendre des comptes et expliquer au mandant qu'est-ce qu'il a fait, etc., pendant tout le mandat. Alors maintenant, je vais vous parler du mandat de protection. Tout à l'heure, je l'ai expliqué, c'est un mandat où c'est pour des personnes qui sont inaptes et qui permettent donc et désignent une personne qui pourra administrer leur bien, etc. Alors, qui peut signer un mandat de protection? C'est toute personne majeure et saine d'esprit, parce que je l'ai dit, une fois qu'on est inapte, on peut signer l'acte. Et à ce moment-là, au niveau du contenu, on va choisir le mandataire, donc la personne qui va pouvoir agir pour nous. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut bien s'imaginer que la personne n'est plus apte du tout, elle ne sait plus gérer quoi que ce soit, donc parfois elle est plus consciente de ce qui se passe, mettons qu'elle est peut-être dans le coma. Donc elle ne sait pas si la personne va bien s'occuper d'elle ou pas. Donc le mandataire que vous choisissez, c'est vraiment une personne de confiance, parce que vous donnez énormément de pouvoir. Vous lui permettez, vous pouvez choisir l'étendue des pouvoirs que vous lui confiez, mais la plupart du temps, vous lui permettez d'aller prendre contact avec votre institution financière. Elle peut souscrire à des REER pour vous, elle peut même parfois faire des prêts, des emprunts. Donc c'est vraiment une personne à qui vous devez avoir 100% confiance. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, le mandataire peut agir avec diligence, prudence et loyauté, mais au départ, il faut vraiment que vous ayez confiance en la personne que vous allez choisir. Donc ça concerne les biens. Et la protection de la personne, c'est quoi? C'est que dans votre mandat de protection, vous allez indiquer si vous consentez aux soins, si vous êtes pour ou contre l'acharnement thérapeutique, si, entre autres, vous voulez rester le plus longtemps possible dans la maison où vous habitez et qu'on puisse venir vous donner des soins à votre domicile. Donc vraiment, tout peut être modalisé en fonction, évidemment, de votre situation financière, parce que si malheureusement, vous voulez rester à la maison le plus longtemps possible mais que vous n'avez pas les moyens, ça ne sera pas possible. Mais vous pouvez toujours indiquer dans votre mandat de protection ce que vous souhaitez par rapport à votre hébergement, et aussi par rapport aux directives de fin de vie. Donc ça veut dire tout simplement, le moment où malheureusement vous êtes mourant, vous pouvez indiquer que vous souhaitez que telle ou telle personne soit avertie, si vous voulez une autorité religieuse par exemple intervienne, vous pouvez également l'indiquer dans votre mandat de protection. Et puis dans le mandat de protection, vous pouvez également choisir un tuteur, si jamais vous avez des enfants mineurs, etc. Alors maintenant, je vais passer au testament. Qui peut rédiger un testament? De nouveau, c'est une personne majeure et saine d'esprit. Les mineurs, habituellement, ne rédigent pas le testament, mais par exemple, si un mineur a 16 ans et qu'elle veut donner, elle a un bracelet qu'elle aime, elle veut donner à sa copine, elle peut toujours écrire « je veux donner mon bracelet tel à ma copine » ou quelque chose comme ça, mais elle ne peut pas disposer des biens de grande valeur, juste des biens de valeur sentimentale. Ça, c'est permis pour les mineurs. Pourquoi faire un testament? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas de testament, il y a une dévolution légale qui se met en place. Donc, ça serait pour éviter justement la dévolution légale. Tout à l'heure, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que cette dévolution légale. Vous pourrez ainsi choisir les personnes que vous voulez que les personnes héritent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez rédigé un testament, il y a quand même des personnes qui pourront réclamer quelque chose à la succession. Les personnes qui vont pouvoir réclamer quelque chose à la succession,
ce sont les conjoints mariés et unis civilement. Et ces personnes pourront réclamer par exemple une obligation alimentaire. Elles pourront demander que au niveau du patrimoine familial que les règles soient appliquées. Et elles pourront également réclamer une prestation compensatoire. Je l'expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Et puis, ça sera aussi pour protéger vos proches. Donc, dans votre testament, vous pouvez choisir un tuteur pour vos enfants. Vous pouvez également poser certaines conditions, etc., qui pourraient protéger vos proches. Voilà, enfin, la fameuse évolution légale. Je ne vais pas tout reprendre avec vous, mais je vais juste faire les trois premiers. Donc, vous avez une colonne avec les enfants, leurs représentants. Représentants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mettons que moi j'ai un enfant, je dois hériter d'une personne, mais je décède. Donc, mon enfant pourra prendre ma place. Ça veut dire ça, une représentation. Donc, pourra hériter à ma place. Il y a les conjoints mariés ou unis civilement. En bas, j'ai marqué le conjoint de fait n'hérite pas, même s'il y a eu des enfants avec le défunt. Ce sont les pères, mères, frères, sœurs, représentants, neveux, nièces. Donc, je vais juste vous parler des trois premiers. Donc, si vous avez des enfants et que votre conjoint marié ou uni civilement est décédé, mais vous avez des parents, vous avez des frères et sœurs, vous avez des neveux et nièces, c'est vos enfants qui vont prendre la totalité de votre héritage. Si vous êtes marié ou uni civilement et que vous avez des enfants, vous avez des parents, des frères et sœurs, neveux et nièces, ça sera votre conjoint qui aura un tiers et vos enfants auront 2 tiers. Et puis, si vous êtes juste marié, vous n'avez pas d'enfant, c'est votre conjoint qui va prendre toute la succession. Et puis, le reste, ça va se partager entre les parents, les frères et sœurs, suivant le cas de figure. Donc, un autre exemple, si vous êtes marié, vous avez vos parents, vous avez des frères et sœurs et des neveux, ça va se partager entre le conjoint et les parents. Donc, les parents recevront 1 tiers et le conjoint 2 tiers. Alors ici, là, je vais faire la différence entre les conjoints mariés, unis civilement, et les conjoints de fait. C'est quoi un conjoint de fait? C'est une personne qui vit en union de fait. Ça veut dire que ce sont 2 personnes qui ont décidé d'habiter ensemble, et c'est tout, ça s'arrête là, et puis ils veulent former un couple, etc., vivre ensemble. Donc, il n'y a aucun statut qui leur est reconnu légalement. Vous verrez que le conjoint de fait n'ont la plupart du temps aucun droit, en tout cas pas au Québec, c'est pas reconnu. Et je donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis vous avez les conjoints mariés, tout le monde sait ce qu'un conjoint marié, et unis civilement, c'est quoi l'union civile? En fait, c'est un concept qui a été créé ici au Québec, parce qu'avant 2002, les personnes de même sexe ne pouvaient pas se marier. Alors, qu'est-ce que le législateur a décidé de faire? Il a décidé de permettre l'union civile pour les personnes de même sexe qui voulaient se marier, enfin, qui voulaient être reconnues légalement, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ils pouvaient s'unir civilement. La différence entre l'union civile et le mariage, c'est au niveau de l'âge. Par exemple, à partir de 18 ans, on peut s'unir civilement, mais pour le mariage, c'est à partir de 16 ans. Au niveau également de la reconnaissance, donc j'ai dit c'est un concept québécois. Donc si vous êtes unis civilement ici, mais que vous partez, je ne sais pas dans quel pays du monde, peut-être que votre union civile ne sera pas reconnue dans ce pays-là. Et puis aussi, comment mettre fin à l'union civile. Pour le mariage, il faut un divorce, tandis que pour l'union civile, c'est juste une entente signée entre les conjoints devant notaire, ou bien, s'ils ne s'entendent pas devant le tribunal. Donc la dissolution de l'union civile est beaucoup plus facile que pour un mariage. Alors, les droits des conjoints mariés ou des conjoints unis civilement, d'abord sont reconnus par le Code civil. Ils doivent se respecter à fidélité, secours et assistance. Dans les conjoints de fait, il n'y a rien. Sauf si, évidemment, les conjoints de fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent décider de signer une convention de vie commune. Et dans cette convention, ils pourront dire, voilà, nous on décide telle chose, au moment de notre séparation, on décide que ce sera ça qui va s'appliquer pour nous. Mais sinon, la loi n'a rien prévu pour eux, mais eux-mêmes peuvent décider de faire un contrat. Au niveau du patrimoine familial, c'est quoi le patrimoine familial? C'est qu'une fois qu'on est marié, ou qu'on est unis civilement, il y a une liste de biens qui pourront être partagés au moment soit de la séparation ou au moment du décès. Et ça, c'est peu importe le régime qu'on choisit, ça vient avec. Donc, mettons que vous avez une maison où vous habitez, derrière une maison, vous habitez
avec votre conjoint dans cette maison-là, même si vous êtes le seul propriétaire de cette maison, il se peut que la valeur de cette maison soit partagée avec votre conjoint si jamais vous divorcez ou s'il y a décès. Au niveau de la prestation compensatoire, c'est lorsque un des conjoints s'est appauvri au profit de l'autre conjoint. Donc il y en a un qui s'appauvrit et par son appauvrissement, il a permis à l'autre de s'enrichir. Par exemple, si vous travaillez gratuitement pour l'entreprise de votre conjoint, donc vous avez participé, vous avez contribué, vous pourrez réclamer une prestation compensatoire. Pension alimentaire, c'est pour le conjoint qui n'est pas financièrement autonome. Donc vous voyez que pour le conjoint de fille, il n'a pas droit de pension alimentaire. Au niveau de l'héritage, on a vu tout à l'heure, le conjoint marié musulman peut hériter, le conjoint de fait n'hérite pas. Au niveau des lois sociales, par exemple, les lois sur les assurances automobiles, etc., à ce moment-là, le conjoint marié musulman il a droit à une indemnité. Et là, par contre, il y a quand même une certaine souplesse pour le conjoint de fait. Il pourra parfois bénéficier de l'indemnité sous certaines conditions. Alors ici, j'ai prévu 3 scénarios. Le premier scénario, c'est Bijou et David, donc je vais dire en même temps que vous. Donc Bijou et David sont 2 conjoints de fait. Ils ont 2 enfants mineurs et ils ont acheté une maison ensemble. Donc ils avaient suffisamment de moyens, ils se connaissent depuis longtemps, ils ont décidé d'acheter une maison. Malheureusement, Bijou elle décède dans un accident de voiture et elle n'a pas fait de testament. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que Bijou et David n'étaient pas mariés, ce sont les enfants qui vont hériter de la part de Bijou. Alors ce qui va se passer, c'est que David va devenir copropriétaire avec ses enfants mineurs. Et comme les enfants sont mineurs, il y a toute une série de procédures qui sont mises en place pour veiller à la protection des biens des enfants. Notamment, on va constituer un conseil de tutelle et il faut passer par le tribunal pour le conseil de tutelle. Donc, David va être un petit peu coincé avec ses enfants mineurs. Chaque fois qu'il faudra faire des transactions pour la maison, il devra passer par le tribunal, le conseil de tutelle, etc. Donc ça, c'est l'hypothèse, évidemment, il n'y a pas de testament et ce sont pour les conjoints de fait. Serge et Patricia, donc j'ai inventé des noms au hasard. Serge est marié avec Peggy. Et donc, mais ils sont séparés depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, ils sont séparés, mais ils n'ont jamais divorcé. Ils sont toujours officiellement mariés. Alors plus tard, Serge rencontre Patricia et décide de cohabiter avec Patricia, union de fait, et ils vivent ensemble depuis 13 ans. Alors Serge, il décède sans avoir fait un testament. Pendant 13 ans, il a habité avec Patricia, ils ont acheté des meubles ensemble, ils ont fait plein de choses ensemble, mais comme il n'y a pas eu de testament, et comme Patricia, c'est une conjointe de fait, elle ne va pas hériter des biens de Serge, elle sera Peggy. Alors, Guigui et Karine, eux par contre sont mariés. Ils ont tout bâti ensemble, ça fait des années qu'ils sont mariés, et puis ils ont tout créé beaucoup de choses ensemble. Mais Guigui, lui, il a eu un enfant d'une première union qui s'appelle Jean. Et Guigui et Jean, ils ne s'entendent plus trop bien, il n'y a plus une très belle relation entre eux. Et Guigui décède sans avoir fait de testament. Alors, comme Guigui et Karine sont mariés, Karine aura droit à 1/3 de l'héritage de Guigui. Mais il y a Jean, son fils, qui est là et qui aura droit à 2/3. Donc vous voyez la différence. Karine, qui aura tout construit avec Guigui, a droit à 1/3 et Jean, qui n'a jamais rien fait, a droit à 2/3 parce que c'est l'enfant. Et donc, Karine aura besoin du concours de Jean pour pouvoir faire toutes les démarches de la succession. Alors, comment parer à ces 3 situations, donc ces 3 scénarios que je viens de vous expliquer? Ce serait avec un testament. Et il existe plusieurs formes de testament. Le premier testament, c'est le testament holographe. Donc, c'est un testament que vous pouvez faire chez vous, écrit à la main. Donc, ce sont les conditions. Il doit être écrit à la main et signé. À ce moment-là, votre testament sera valable. Le deuxième testament, c'est un testament fait devant témoin. Donc là, ce n'est pas obligé qu'il soit écrit à la main, ça peut être dactylographié, écrit à l'ordinateur, imprimé, mais il faut que ça soit signé par vous devant 2 témoins. Les témoins ne sont pas obligés de lire le contenu de votre testament, parce que c'est vraiment personnel et confidentiel, et les témoins doivent, vous devez dire à vos témoins, voilà, ça c'est mon testament, et puis vous devez signer ensemble le testament. Et puis vous avez le testament notarié, qui est préparé par un notaire, discuter avec le testateur, etc.
C'est également un testament qui est signé en présence d'un témoin, mais de nouveau, le témoin, il intervient qu'au moment de la signature. Il n'est pas là pendant toute la lecture. Il vient juste à la fin, quand on a fait toute la lecture au testateur. Et puis à ce moment-là, le testateur déclare devant le témoin que, effectivement, le testament contient ses dernières volontés. Alors, c'est quoi les inconvénients du testament holographe ou du testament devant témoin? Alors, comme je l'ai dit, ce sont des testaments que vous ne faites pas devant notaire, que vous pouvez faire chez vous à votre domicile. La première chose, c'est que peut-être que ce testament, on ne va jamais le trouver parce que vous n'avez dit à personne de se trouver. Ou bien, on va peut-être le trouver, mais c'est une personne qui est mal intentionnée qui va trouver votre testament. Elle va peut-être le falsifier. Si elle dit, par exemple, qu'elle voit qu'elle ne méritait pas, ben, la personne peut imiter votre signature, indiquer qu'elle va hériter. Ou bien, si la personne voit le testament et qu'elle n'hérite pas, elle peut détruire le testament. Donc ça, ce sont les risques par rapport au testament holographe et au testament devant témoin. Et puis aussi le problème de la mauvaise rédaction. Parce que pour faire un testament, il y a des conditions de validité au niveau du testament. J'ai mis un problème d'interprétation, dans le sens où peut-être vous avez formulé votre clause, mais elle est hyper mal formulée, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Donc là, il y aura des problèmes d'interprétation, il faudra aller devant un juge, etc., pour comprendre quelle était votre volonté derrière votre clause. Ou bien ça peut être des volontés que vous avez exprimées dans votre testament sont impossibles ou irréalistes. Par exemple, vous avez dit je lègue tous mes biens à mon épouse à condition qu'il ne se remarie pas, par exemple. Ça, c'est interdit, on ne peut pas faire ce genre de legs. Ou bien vous avez légué à vos témoins. On ne peut pas léguer à ses témoins. Donc si vous avez fait un testament devant un témoin, dans votre testament, vous avez dit je donne à telle personne, ces deux personnes pour vos témoins, de nouveau, il y a un problème. Et puis ensuite, comme vous avez fait un testament holographe et devant témoin, et que ça n'a pas été notarié, il faudra vérifier ce testament-là. Donc vérifier si c'est effectivement un testament que vous avez rédigé, et donc ça, c'est des procédures supplémentaires et des coûts supplémentaires. Alors maintenant, je vais évidemment parler du testament notarié. Qu'est-ce qu'on peut indiquer dans le testament notarié? On peut parler des dispositions funéraires. Donc, on peut également choisir ses héritiers et puis la proportion. Donc, on n'est plus tenu à la dévolution qui disait 2 tiers pour les enfants, 1 tiers pour la femme. Par exemple, mon exemple de tout à l'heure, je pense que c'était Guigui et Karine. Donc, si Guigui l'avait voulu, il aurait pu dire j'ai mon fils, je veux quand même lui donner, on va dire, 1/5 de mes biens, même si je ne m'entends plus avec lui. Et le reste, ça irait à ma femme. Donc, ça, elle avait tout à fait le droit de le faire. Et puis, vous pouvez désigner votre liquidateur. Et le liquidateur, c'est la personne qui sera responsable de gérer la succession. Donc, c'est lui qui va faire les vérifications. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pourrez énumérer les pouvoirs du liquidateur. Vous pouvez rendre votre héritage insaisissable. Ça, c'est intéressant dans le sens où vous pouvez marquer dans votre testament que tous les biens que vous aurez légués à telle ou telle personne, il ne va pas les saisir. Bon, par exemple, moi, je fais mon testament, je lègue mes biens à mes enfants et je dis que ces biens sont insaisissables. Alors à ce moment-là, si mes enfants ont des dettes, je ne sais pas vis-à-vis de quelle institution, cette institution ne pourra pas aller récupérer les biens que moi j'ai légués dans mon testament. Non, il y a des conditions à respecter, mais une des conditions, c'est de l'inscrire dans son testament. Et puis vous pourrez nommer des tuteurs pour vos enfants mineurs, et puis vous pourrez également modaliser la remise des biens aux enfants mineurs. Vous pouvez par exemple dire, je veux que 1 tiers soit remis aux enfants lorsqu'ils ont 18 ans, un autre tiers à 21 ans et l'autre tiers à 25 ans. Donc vous pourrez vraiment modaliser ça comme vous le souhaitez. Et puis vous pouvez également parler et indiquer si vous souhaitez faire des dons d'organes ou pas. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de mon exposé et je vais terminer avec les avantages du testament notarié. L'avantage, le premier, évidemment, le notaire est là, étudié, c'est un professionnel, il sait vous donner des conseils juridiques adaptés. Il pourra faire un testament sur mesure en fonction de votre situation familiale et de votre situation financière. Et puis, son testament sera difficilement contestable dans le sens où il doit vérifier que toutes les conditions de validité du testament sont remplies. Donc, s'il ne le fait pas, évidemment, sa responsabilité pourra être mise en cause. Et puis, le testament que vous aurez signé devant le notaire, l'original, il sera conservé dans un coffre-fort anti-feu. Donc, ce testament, il n'y a pas de risque de destruction, il n'y a pas de risque qu'il soit perdu, falsifié.
Il est conservé dans la voûte du notaire. J'ai mis traçabilité facile et rapide. Pourquoi? Parce qu'une fois que le notaire a signé avec vous le testament, vous allez signer, le témoin a signé, qu'est-ce que le notaire est obligé de faire? Le notaire doit remplir un document dans lequel il dit qu'il a reçu un testament. Donc c'est le registre des testaments de mandat. Il indique dedans qu'il a reçu un testament. Il n'y aura pas le contenu du testament, mais juste le nom du testateur, la date, etc. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, le liquidateur pourra contacter la chambre des notaires et puis la chambre des notaires leur dire effectivement tel notaire a reçu un testament pour cette personne. Donc on pourra retrouver facilement le testament. Et puis là, il n'y a pas de problème de vérification du testament. Il est directement efficace une fois après le décès. Et puis tout ce qui est indiqué est censé être acquis de plein droit. Donc voilà l'explication, les informations que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini. Maître Bouglini, merci beaucoup. Il y aura une période de questions par après. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Désolé d'attendre. Alors, je me présente Jean-Louis Lefebvre, conseiller aux familles en préarrangement. Je sais pas si vous avez apprécié la présentation de Ben Mokindi. Ouais. Le but de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous instruire sur les règles, sur les lois. Souvent, nous, quand on rencontre les gens lors d'un décès, la majorité des gens, aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui sont en conjoint fait, pensent qu'ils ont les mêmes droits qu'un couple marié, réalisent qu'ils n'ont pas les mêmes droits, c'est la débandade, ils ne savent plus quoi faire. Donc, tout le monde court au moment du décès pour s'assurer que tout va être protégé, leur bien. Je regardais tantôt pendant que Maître Mokindi parlait, rassembler pour prospérer. Ce qui est important, c'est de toujours protéger son patrimoine. Et c'est ce que Maître Mokindi faisait en parlant des testaments, des mandats de protection, des procurations. C'est toujours pour protéger les patrimoines des gens. C'est très important. Alors, je vais vous faire un petit historique de Bourgie. C'est pas ma présentation parce qu'on a eu un problème de serveur aujourd'hui. Désolé. Des choses qui arrivent. Et voilà. Alors, Urgel Bourgie-Ferron, Athos, au service des familles endeuillées depuis 1902. Je peux vous montrer, ça fait l'expertise que Urgel Bourgie-Ferron ont dans le milieu funéraire de servir les familles lors d'un décès. Ça fait depuis le début du siècle, 1902, ça fait énormément d'années. Vous et moi, on n'était même pas ici encore. J'espère. Oui, ok. Alors, la nouvelle bâtisse de Urgel Bourgie-Ferron, ça fait 1 an et demi à peu près que la nouvelle bâtisse est construite. Avant, on était tout près sur Chefchaouen et Bishop Power. Donc, depuis ce temps-là, Mme Romano, qui est devenue la directrice générale de cette bâtisse-là, je pense qu'elle fait un très bon travail pour servir les familles
lorsqu'ils perdent un être cher. Urgel Bourgie a été fondé, comme je disais tantôt, en 1902, qui était un service funéraire. Donc, par après, Urgel Bourgie a fait une ascension et s'est associé à des entreprises telles que le parc commémoratif, le jardin Laurentide, à Saint-Hubert, le parc Souvenir à Laval, de même que les Maisons Ferron, qui, elle, fut fondée en 1918 par M. James Farron. Entre autres entreprises s'approprient dans la région du Québec la maison funéraire Bouchard et Fils, les Pile-Cloutier, parc commémoratif, la Souvenance, le Jardin Québec et Falardeau, Bédard et Rouen. Aujourd'hui, Urgel Bourgie Ferron est maintenant membre du groupe Atos, service commémoratif depuis 1912. Excusez. Alors au début, ça c'était les corbillards. On n'en a plus comme ça aujourd'hui. Par après, les services religieux étaient de ce genre-là, très religieux. On en a encore de moins en moins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le genre de véhicule qu'on utilise pour aller à l'église, faire une cérémonie. Mais je peux vous garantir qu'on n'utilisera jamais un véhicule comme ça. Hein? Ah oui, ça existe comme ça? Ah ben, ah oui? Ah. Alors, le thème de ma présentation, c'est assurance vie ou préarrangement funéraire. Quel est le meilleur choix pour vous? Êtes-vous bien préparé? Alors, parlons statistiques. Selon la statistique de 2016, la statistique du Québec, le Québec a doublé sa population de personnes seules et prévoit en avoir plus d'ici 2020. Plusieurs raisons pourquoi on retrouve des gens seuls. Personnes qui sont devenues, parce que les personnes âgées en ont de plus en plus. Je veux dire, les baby boomers arrivent. Donc, les gens sont devenus seuls, soit qu'ils sont devenus veuves ou veufs. Étaient en couple et du jour au lendemain, ils sont devenus seuls. Donc, on parle d'un divorce, d'une séparation. Et il y a toujours ceux qui sont restés célibataires toute leur vie. Mais la statistique démontre qu'il y a une augmentation des gens qui sont seuls. 81% des Québécois affirment qu'à leur décès, ils laisseront quelque chose à leur conjoint ou à leur enfant. 48% seulement des Québécois ont fait leur testament. 48%, en général, tout âge confondu. Donc, 75% chez les 50 ans et plus. 55 ans et plus, excusez. 59% des Québécois ont déjà discuté de leur dernière volonté avec leur entourage. Les femmes sont un peu plus prévoyantes que les hommes à cet égard. C'est démontré que les femmes vont prévoir ces choses-là plus vite que les hommes, ou ils vont vouloir s'intéresser à ces choses-là pour être sûr de ne pas, une expression qu'on dit chez nous, c'est pour pas être plus culotte à terre. Quand il arrive un événement, les gens veulent être bien préparés. C'est très important. 24% des Québécois disent que leur héritage qu'ils pourraient recevoir un jour ferait partie de leur planification funéraire. 59% des Canadiens et des Canadiennes n'ont pris aucune disposition en vue de leur funéraire. Par contre, 20% des Canadiens auraient prévenu verbalement un ou des membres de leur famille des dispositions qu'ils souhaitaient lors de leur funéraire. Je suis sûr qu'il ne doit pas en avoir beaucoup qui mettent ça sur le testament. Hein? Non, hein? C'est pas une chose, on veut dire à qui vont aller les biens, mais rarement ceux qui vont dire ce qu'ils veulent comme funéraire au moment du décès. 11% se sont prévalus d'un contrat de préarrangement. Dans le fait les plus marquants, concernant le type de disposition prise, on remarque que 35% des plus de 65 ans ont acheté un arrangement funéraire, que seulement 6% des francophones ont pris de tels arrangements comparatifs, et 12% des anglophones et 14% des ontariens. Donc, très peu de gens osent en parler ou osent prévoir ce qui pourrait arriver. Un accident ou quoi que ce soit, on ne veut pas en parler. C'est très important, que ce soit lors d'un testament,
que ce soit par écrit, que ce soit de le verbaliser à des proches, de dire ce qu'on veut s'il arriverait un accident ou si quelqu'un de la famille devrait décéder. Préarrangement ou assurance vie. Qui parmi vous a un préarrangement? Qui a une assurance vie? Et voilà. Les deux sont importants. Hein. Je vais ouvrir une parenthèse. Je ne veux pas faire en sorte de dire que l'assurance vie, c'est pas bon. Les deux sont importants parce que c'est de l'argent qu'on met de côté en cas qu'il y ait quelque chose qui arrive. De cette manière, vous êtes protégé. Vous avez fait que la succession aura une somme d'argent qu'ils pourront utiliser pour fermer la succession. Alors, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve advenant votre décès. Qui paiera vos dettes, votre prêt hypothécaire, le coût de vos funéraires? Qui assurera un soutien financier aux gens qui vous sont chers? L'assurance vie peut être une solution. Donc, elle a un but, l'assurance vie. L'assurance vie est un type d'assurance qui offre une protection financière au cas où la personne assurée décède. En recevant une somme d'argent, certaines personnes de l'entourage de l'assuré, enfants, parents, conjoints, etc., seront protégées contre les difficultés financières qui peuvent résulter d'un décès. Avec certaines assurances, compagnies d'assurance, vous allez payer toute votre vie. Pas vrai? Vous êtes d'accord avec ça? On peut vous demander un rapport médical, dépendant du type d'assurance vie que vous allez avoir. Les bénéficiaires pourront recevoir l'indemnité si l'événement prévu au contrat est inscrit. Si le contrat d'assurance le prévoit, le bénéficiaire ou l'assuré doit alors envoyer à l'assureur certains documents pour prouver l'événement. Copie d'acte de décès. Le premier document au moment de décès qu'on va vous demander, que l'assureur va vous demander, une preuve de décès. Alors déjà, il y a un délai où la famille va devoir attendre avant de pouvoir prendre ou accéder à l'argent. L'autre, possible que l'on vous demande de remplir un document par un médecin, parce que les assurances veulent avoir la cause de décès. Très important, parce que sortez-on des clauses, si c'est un suicide, la famille n'aura pas l'argent. Donc, ils peuvent vous demander d'avoir un rapport signé par un médecin pour avoir la cause du décès. Après avoir reçu ces documents, l'assureur doit, c'est leur règle, c'est la loi, dans les 30 jours, vous payer. Donc, si on calcule, 1 mois pour la copie d'acte d'assurance, pour la copie d'acte de décès, des fois peut-être plus, tout dépendant des retards qu'il y a au directeur d'État civil. Parce que dernièrement, j'ai entendu dire que pour avoir une copie d'acte de décès, on pouvait attendre jusqu'à 2 mois au directeur d'État civil. Plus, hein? C'est beaucoup plus. Voilà, vous voyez? Alors, un autre mois pour si vous devez remplir un rapport médical. Et un autre mois pour avoir l'argent. Donc, c'est 3 mois et plus. Certains m'ont déjà dit, moi, des familles qu'on rencontre, ça peut aller jusqu'à 6 mois avant que la famille puisse avoir l'argent des assurances. Un préarrangement. Alors, le contrat de préarrangement préalable des services funéraires ou de sépulture, communément appelé préarrangement, est un contrat conclu du vivant d'une personne et ayant pour objet des services funéraires à fournir à cette personne. Donc, quand vous faites sur un testament, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je veux être incinéré. Moi, je veux être enterré. Le contrat de préarrangement dit tout ce que vous avez choisi. Si vous voulez être enterré, le contrat de préarrangement, vous allez avoir choisi le cercueil, le type de service à l'église, avec porteur, non, sans porteur. Tout ce que vous voulez, le contrat de préarrangement, c'est ce qui va stipuler. Le testament, vous allez pouvoir dire et laisser aux gens savoir que moi, je vais être enterré ou je vais être incinéré. Mais il n'y aura pas le descriptif de tout, comment je peux dire, de tout le travail qui va être fait au moment du décès. La planification funéraire implique la prise de plusieurs décisions, exposition du corps ou crémation, choix de cercueil, d'une urne, fleurs, pour assurer la tranquillité d'esprit à ceux qui restent. Tous ces détails peuvent être inclus dans un contrat de préarrangement. Jusque-là, ça va? Oui. Vous êtes silencieux? Oui. Quand un contrat d'achat au préalable de sépulture, un contrat de sépulture, on parle d'un achat d'une niche, d'un terrain. D'accord?
faut faire la différence entre un préarrangement. Le préarrangement, c'est ce qui va dicter tous vos services funéraires que vous allez choisir. Et le contrat de sépulture, c'est où vous allez être mis au moment du décès. Soit un terrain ou une urne, ou pas une urne, mais une niche, dans un columbarium. Si le contrat a été entièrement payé au moment du décès, la famille n'a aucune somme additionnelle à débourser pour les services inclus dans le préarrangement. 1. Quand les familles font un contrat de préarrangement, l'argent est mis en fiducie. C'est la loi au Québec. Les maisons funéraires ne peuvent pas garder les sommes d'argent. Ils doivent toutes mettre les sommes d'argent. Ce qui vous protège, vous, contre toute fraude. Ou si une maison funéraire fait faillite, il n'y a personne qui peut aller chercher cet argent-là qui est en fiducie. Vous pouvez annuler en tout temps. Vous ne subirez aucune inflation des prix car à la signature de votre préarrangement, vous gelez votre montant et c'est le même montant que vous allez avoir au moment du décès. Autrement dit, l'argent mis en fiducie fait des intérêts. Les intérêts couvrent pour les augmentations du coût de la vie, à peu près 2%. C'est pour ça qu'au moment du décès, les maisons funéraires ne vous demanderont jamais un montant supplémentaire parce que l'argent en fiducie va avoir couvert pour votre préarrangement, pour tout ce que vous allez avoir payé. Vous n'allez pas payer toute votre vie versus une assurance. L'assurance, vous pouvez payer tout le temps. Si vous annulez, vous perdez votre argent. Un préarrangement, non. Un préarrangement, dès que le montant de la funéraire que vous avez choisi a été payé, vous ne payez plus rien. Au moment du décès, vous n'avez rien à faire. La maison, c'est ce qui est la beauté d'avoir un préarrangement versus une assurance vie. Mais encore une fois, les deux ont la même utilité. C'est de mettre de l'argent de côté pour prévoir si quelque chose arrive lors de la perte de quelqu'un. Par contre, un préarrangement, c'est qu'au moment du décès, vous n'avez rien, pas de démarche à faire. C'est la maison funéraire qui fait les démarches pour obtenir l'argent qui est en fiducie. Donc vous, la famille, peut vivre leur deuil sans être obligé de courir pour ci, courir pour ça. Question. Est-ce que vous avez pris des dispositions relatives à vos funérailles? Que ce soit par un testament, ou que ce soit par écrit, ou d'en avoir parlé avec quelqu'un? Jamais? Il est encore temps de le faire. Des fois, ça peut être juste avec votre conjoint, ou votre conjointe, de dire, moi, s'il m'arriverait quelque chose, voici ce que j'aimerais. Voici ce que je voudrais. Souvent, quand on rencontre les gens, et on leur demande, qu'est-ce que votre conjoint ou votre conjointe voulait qu'on fasse? On n'en a jamais discuté. C'est ce qu'on se fait dire. C'est ce que les gens nous disent. Alors, quand il y a une planification, ou quand il y a déjà eu une discussion, c'est plus facile pour ceux qui restent de planifier les funéraires de la personne qui est décédée. Alors, je terminerai avec rapatriement. Souvent, comment je pourrais dire, on a souvent les gens qui viennent de d'autres pays, quand ils viennent au Canada, au moment du décès, veulent être rapatriés dans leur pays. C'est possible. D'accord? Donc, bientôt, Urgel Bourgie-Ferron vont avoir ce qu'on appelle une assurance voyage décès. Lesquels parmi vous voyagent beaucoup entre le Canada et soit en Afrique ou ailleurs dans le Canada? Vous restez ici? Attaché à nos pays d'origine. Donc, vous allez souvent là-bas et vous revenez ici? Non, on n'y va pas souvent puisque ça coûte cher. OK. Mais on reste néanmoins attaché à ça et on espère y retourner après le décès. C'est pourquoi c'est important de... Alors, c'est possible. Et pour ceux qui voyagent beaucoup, qui ont à faire beaucoup encore de voyages entre le Canada et le Congo, ou n'importe où au Canada, ou n'importe où ailleurs, bientôt, on va avoir ce qu'on appelle une assurance voyage. Le mois prochain, ça devrait sortir. Et ça va permettre aux gens qui voyagent beaucoup d'avoir une assurance. Il n'y a pas de rapport médical, il n'y a pas rien qui est demandé. C'est un prix fixe. Si vous allez dans un autre pays, il arrive un accident, vous décédez, cette assurance-là va vous permettre de vous ramener au Canada et d'avoir les funérailles que vous vouliez avoir. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre patience. Merci d'être venu dans ce froid.
J'aimerais prendre cette occasion pour vous dire, on a une salle à l'arrière où on a du café, des petits goûters, des petits biscuits, des petits gâteaux. Je pense que les enfants vont aimer ça. Donc, si vous avez des questions, on pourrait le faire là en arrière. Si vous avez des questions pour Maître Mukendi ou pour moi-même, ben, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer à l'arrière. Est-ce que M. Fabrice voulait avoir le dernier mot? Oui. Merci beaucoup. J'aimerais tout simplement vous remercier, Madame Mukendi, Monsieur Lefebvre, Daniela. Merci beaucoup d'avoir participé à cette journée d'information. Merci à Daniela et Jean-Louis de nous avoir accueillis dans vos locaux. Je l'ai redit encore une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir fait confiance depuis le début. Nous voulons vraiment établir un lien de confiance entre votre organisation et notre communauté. Et ce n'est que le début d'une grande aventure. Donc, je vous remercie. Je remercie également les gens qui se sont déplacés aujourd'hui, les gens qui vont suivre les séquences vidéo qui vont être mises en ligne par la suite. Merci beaucoup. Merci de soutenir la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Nous sommes là pour aider la communauté à aller de l'avant. Nous venons de commencer nos activités, mais nous savons que ce que nous sommes en train de faire actuellement a son importance et nous demandons à toute la communauté congolaise et aux amis de la RDC de continuer à nous soutenir et